Alors, donc là, ça enregistre. Je vais d'abord faire une petite présentation. Alors, on ne va pas faire de tour de table parce que sinon, on va mettre trop de temps pour le faire. Voilà, donc ça arrive petit à petit. Accepter. Bonsoir, Achan. Bonsoir. Alors, je crois que c'est Sonia, si je me rappelle bien, parce qu'il y a le nom de famille qui s'affiche là, mais je ne sais plus si c'est Sonia, je crois. Non, Linda, pardon. Linda. Ah bah elle est sortie, elle est partie. Donc oui, certains d'entre vous ont peut-être des petits problèmes de connexion Internet. Donc, je vais vous préciser un petit peu comment nous allons travailler ce soir. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter rapidement. Je vais expliquer ce que nous allons faire pendant ce cours qui va durer, je ne sais pas, peut-être 1h30, 2 heures. Celui de C1 a duré 2 heures, donc on va voir combien de temps on va tenir. Je vais me présenter rapidement. Je vais expliquer ce que je fais. Je vais faire quelques remarques par rapport à vos inscriptions. Alors, sans vouloir vous faire la morale ou quoi que ce soit, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de bien lire les énoncés et les choses que l'on vous dit sur Internet ou ailleurs, d'ailleurs. Je vais vous rappeler les caractéristiques de l'examen de C2, les différences qu'il peut y avoir avec le C1, parce que c'est une question qui revient régulièrement. Ensuite, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'épreuve de production orale. Donc, je vous avais d'ailleurs envoyé un document audio. J'espère que vous l'avez écouté, puisque je vais me baser sur une partie du cours. Je vais me baser sur ce document audio pour vous présenter la méthodologie. Nous verrons les erreurs les plus souvent commises par les candidats, les ressources les plus souvent utilisées par l'Alliance française, c'est-à-dire les extraits de documents audio, d'où est-ce qu'ils viennent. Nous verrons ça ensemble également. Je vous donnerai quelques conseils de préparation, les points grammaticaux que vous devez maîtriser. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu des services que je propose en dehors de ce cours gratuit. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Alors, j'ai 56 ans, je suis français, j'habite en France, même si j'ai vécu pendant plusieurs années en Espagne, en Andalousie. Donc, j'ai été prof pendant 30 ans environ, prof en lycée, c'est-à-dire que j'avais des élèves entre 15 et 17 ans, un lycée français en France. Donc, en fait, on étudiait la littérature, la langue française, la littérature avec des élèves qui avaient entre 15 et 17 ans. J'ai fait ça pendant 30 ans et puis j'ai démissionné de l'éducation nationale parce que j'avais 50 ans et puis je voulais faire autre chose, notamment aller en Espagne. Et donc, je suis parti en Espagne, je me suis installé en Espagne, j'ai créé mon entreprise, mon académie de langue, de français langue étrangère là-bas. Et donc, au bout de 4 ans, j'ai eu un petit peu le mal du pays, donc je suis revenu en Bretagne. Et là, j'ai continué avec le français langue étrangère. Donc, je ne fais que ça, uniquement online, c'est-à-dire que je ne travaille pas du tout, je ne reçois pas d'élèves chez moi, je ne fais aucun cours en présentiel, je ne fais que du online. Donc, j'espère qu'un jour, Internet ne va pas tomber en panne, parce que sinon, je suis mal. Là, je suis foutu. S'il n'y a plus d'Internet, je suis foutu. J'ai 2 CAPES, c'est-à-dire le CAPES, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le concours pour être prof en France. J'en ai 2. J'ai celui de prof de français et j'ai celui de prof d'espagnol. Même si je n'ai jamais enseigné réellement l'espagnol, j'ai le CAPES pour le faire. Et donc, je suis également formateur pour le concours de professeur de français en Espagne. Ça s'appelle las oposiciones. Et donc, je suis également préparateur pour ce concours, pour le secondaire et pour le primaire. Alors, pourquoi ce cours? D'ailleurs, surtout pour vous permettre de vous rendre compte un petit peu du travail que cela exige de se préparer pour le C2. C'est-à-dire que ça ne se prépare pas en 15 jours ou 3 semaines. C'est quelque chose… Ah. Alors, les autres, vous m'entendez bien?
Oui, oui, moi j'entends. Oui, oui, donc ça vient de vous, Hacham. Donc je ne sais pas, ça vient de votre réglage. Donc les autres m'entendent, donc il n'y a pas de souci. De mon côté, en tout cas. Donc, vous rendre compte un petit peu du travail que cela exige de se préparer pour le C2, parce que le nombre de sujets acceptés, le nombre de sujets qui peut tomber n'est pas infini, mais il est très important. C'est-à-dire qu'il y a 15 grands thèmes qui peuvent tomber: le monde du travail, le monde de l'éducation, l'environnement, le bien-être animal, les nouvelles technologies, les sciences, l'espace, la médecine, l'alimentation, etc., etc. Il y a une quinzaine de grands sujets qui peuvent tomber, mais à l'intérieur de chacun de ces sujets, il y en a des dizaines d'autres. C'est-à-dire que dans l'éducation, on peut parler de l'uniforme à l'école, on peut parler de la séparation des garçons et des filles, on peut parler des méthodologies mises en place. Il y a plein de sujets à l'intérieur de l'éducation. Donc, c'est un travail long si vous voulez être prêt. Et si vous voulez vraiment être sûr de votre coup le jour où vous vous présentez à l'examen, c'est vrai que ça exige énormément de travail, de préparation, de trouver les avantages, les inconvénients, les conséquences, les solutions, etc. pour chacun de ces thèmes. Donc, ça ne se prépare pas en quelques semaines ou même en 1 ou 2 mois. Ce n'est pas suffisant. Il faut travailler. Ensuite, il y a une partie méthodologie qui est extrêmement importante pour le DALF. C'est-à-dire que si vous respectez la méthodologie, vous êtes à peu près certain d'avoir le DALF. Vous êtes à peu près sûr de l'avoir. Si vous respectez la méthodologie, c'est-à-dire si on vous demande de faire une lettre formelle et que vous respectez les règles de la lettre formelle, normalement, il n'y a pas de souci. Bon, après, tout dépend de la note que vous voulez avoir. Si votre but, c'est d'avoir le DALF, même si c'est 50, vous vous en foutez, j'ai mon DALF, je suis content. Bon, il n'y a pas de souci particulier pour l'avoir. Si vous voulez avoir une très bonne note, il faut également travailler la langue écrite notamment. Et là, chez les élèves que j'ai en général, il y a un très gros problème en langue écrite. Très, très gros problème en langue écrite. Faute d'orthographe, faute de syntaxe, faute de conjugaison, faute de… un petit peu de tout. OK? Donc, le niveau, souvent, est très faible en langue écrite. Ça vient, c'est pas forcément de votre faute, hein. Ça vient tout simplement des méthodologies qui sont mises en place depuis 30 ans dans les écoles. On ne travaille plus sur l'écrit, on travaille surtout sur l'oral. Donc, comme la langue française est très compliquée et que l'oral et l'écrit sont totalement différents, c'est vrai que c'est difficile de ne pas faire de fautes, même pour des Français, hein, je vous rassure. Même les Français font énormément de fautes quand ils écrivent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, sans vouloir vous mettre la pression, j'ai 2 élèves qui viennent de me donner leurs résultats hier, qui ont passé le C2 il y a 1 mois et demi, 2 mois. Il y en a un, il est brésilien, il l'a passé, il habite en France hein, depuis 3-4 ans, donc il l'a passé à Lyon, il a eu 88 sur 100. Et j'en ai une, alors là c'est la première fois que ça arrive, une note pareille, c'est la première fois que ça m'arrive. Une élève donc, qui est italienne, qui l'a passé en Italie et qui a eu 96 sur 100. Ça, 96 sur 100, j'avais jamais vu ça. C'est la première fois que ça arrive. Donc, c'est assez impressionnant. Mais donc, ce sont des élèves, tous les deux, qui ont énormément travaillé. Énormément travaillé, autant sur l'argumentation, sur la méthodologie, que sur la langue en elle-même. Donc, c'est vrai que si vous voulez avoir des notes pareilles, il faut vraiment travailler la langue en même temps. Alors, dernière petite remarque, pourquoi j'enregistre cette vidéo? Parce que je vous donne un cours gratuit, mais moi, en compensation, ça me permet de me faire connaître un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que nous sommes de plus en plus nombreux à donner des cours sur Internet. Et il faut arriver à un moment à faire la différence, à montrer ce que l'on est capable de faire, montrer comment on travaille.
et ces vidéos peuvent m'aider, moi, à me faire connaître un petit peu sur les réseaux sociaux, à faire connaître ma chaîne YouTube, à faire connaître ma page Facebook, etc., etc. Alors, je vais partager avec vous un écran, l'intégralité de mon écran. Hop, partager. Alors, je précise que tout ce document, vous allez le recevoir à la fin du cours. Donc, c'est un compte rendu complet du cours que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, vous aurez ce document qui vous sera envoyé à tous au format PDF. OK. Donc, alors là, un petit cours de morale pour commencer, pour vous embêter. Quand vous vous êtes inscrit, j'avais précisé que je voulais une adresse email, que ce soit envoyé par mail et que vous donniez votre accord pour que le cours soit enregistré. Sur toutes les personnes présentes ici, il n'y en a que 2 qui m'ont envoyé toutes les informations dès le départ. C'est-à-dire que j'étais obligé de rappeler, de réécrire en disant « vous avez oublié ça, vous avez oublié ça ». Si vous faites ça, par exemple, avec une université en France ou avec un service administratif ou une entreprise pour obtenir un emploi et qu'il manque un document, votre dossier va à la poubelle. Ils ne vous rappelleront même pas. Il manque quelque chose, ça va à la poubelle. OK? Donc, habituez-vous à bien lire les énoncés et c'est valable pour le DALF également. OK? Je vais vous donner un sujet. Alors, ça, c'est de l'écrit. Je vais peut-être le mettre plus petit pour que vous puissiez tout voir. Voici un sujet d'ALF C2 en écrit. Donc, le voilà ici. Je vous laisse le lire 2 minutes. C'est bon? Vous avez tous fini? Alors, je vais vous poser 4 questions. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Peu importe. Non. Non. C'est indéfini. Vous n'avez pas le choix. C'est pas précisé. C'est juste. C'est-à-dire que j'ai écrit le sujet de manière que vous n'ayez pas le choix. Vous êtes obligé de trouver si vous êtes un homme ou une femme. Vous êtes inquiète. Ah, d'accord, oui, c'est vrai. Vous êtes une femme. OK? Deuxième question. Combien d'enfants avez-vous dans l'établissement? Alors, je ne vous demande pas un chiffre précis. Hein. Plusieurs. Voilà, plusieurs. Vous en avez au moins 2. Vous en avez au moins 2 parce que vous avez élèves au pluriel ici et vous avez également vos enfants. OK? Quel âge ils ont? Ils sont en lycée, donc… Voilà, très bien. Ils sont en lycée, donc ils ont entre 15 et 17 ans. Ou 15 et 18 ans. Donc, si vous me dites que ce sont des enfants qui ont 8 et 9 ans, déjà, vous êtes mal. Dernière question. À quel moment dans l'année écrivez-vous ce courrier? Eh bien, c'est septembre, octobre, oui. Voilà, septembre-octobre.
La rentrée a commencé depuis quelques semaines. La rentrée en France commence le 1er septembre. Donc, ça veut dire qu'on est fin septembre ou au pire début octobre. Donc, si vous me mettez comme date, imaginez vous passez l'examen au mois d'avril et que vous mettez la date du jour, vous êtes foutu. OK? Donc, vous voyez l'importance de prendre 5-10 minutes pour bien lire les énoncés pour ne pas vous tromper. Parce que si vous vous trompez, le correcteur, il va dire « il n'a pas bien lu » ou « elle n'a pas bien lu » avant de rédiger. Donc, prenez toujours 5-10 minutes pour lire un énoncé, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. OK? Alors, je reviens sur l'examen du DALF C2. Et ce que j'espère qu'il représente pour vous. C'est-à-dire que pour moi, le C2, ce n'est pas uniquement un papier qui va vous être donné avec le C2, point. J'espère que pour vous, c'est une étape pour vous permettre de travailler dans l'enseignement, de travailler dans une entreprise française ou avec une entreprise française à l'international, etc., etc., mais que ça va vous permettre d'aller au-delà de ce C2. Et dans l'entreprise en France, il faut savoir écrire. Il faut ne pas faire de fautes. Et le C2 en lui-même ne vous permet pas de travailler cette compétence. Donc, il faut vraiment que vous fassiez un effort, j'insiste énormément, sur la langue écrite. Que vous maîtrisiez la grammaire, que vous maîtrisiez la conjugaison, etc., etc., le subjonctif, le conditionnel. Ce sont des temps qu'il faut absolument maîtriser parfaitement. OK? Alors, la grande différence entre C1 et C2. C1, il y avait 4 épreuves. Vous aviez compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Et notamment la fameuse synthèse, qui fait peur à tout le monde. OK? À forte raison d'ailleurs, parce que ce n'est pas facile. Et puis, dans le C2, il n'y en a plus que 2. Il n'y a plus que production écrite et production orale. Il n'y a plus de compréhension. OK? Et chacune vaut 50 points. Donc, production écrite, 50 points. Production orale, 50 points. OK? Oui, Diego. Les noms des épreuves n'étaient pas-ils compréhension et production écrite, compréhension et production orale. Donc, on combine les deux. Oui, on combine. On combine. C'est-à-dire que pour la production écrite, vous allez voir un dossier complet qui va vous être fourni avec 3-4 textes, des diagrammes, des schémas, des images. Et c'est à vous, on vous donne un sujet précis et c'est à vous de le développer en 700 mots. Donc, contrairement au C1 où l'essai argumenté, c'est 250, pour le C2, ça passe à 700 mots minimum. Donc, il faut quand même écrire pendant un petit moment. OK? Ça, c'est la production écrite. Et la production orale, nous allons le voir tout à l'heure. Donc, pour l'écrit, comme je vous ai dit, ça sera un essai argumenté. Ça peut être une lettre formelle, une lettre ouverte, un article de journal, une tribune, en 700 mots minimum. OK? Si vous ne savez pas faire la différence entre ces 4 types d'essais argumentés, il y a un problème. Vous devez chercher. Vous devez être capable de connaître les caractéristiques exactes de la lettre formelle, les caractéristiques exactes de la lettre ouverte. Je viens de mettre une vidéo d'ailleurs sur YouTube pour ça. L'article de journal et la tribune. Alors, une question qui m'est souvent posée, le DALF C2 est-il plus difficile que le C1? Ça dépend. Ça dépend de vos compétences personnelles. Certains sont plus à l'aise sur le C2 que sur le C1. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui ont passé les deux en 15 jours et ils ont eu une meilleure note en C2 qu'en C1. Mais il y en a d'autres, ça a été le contraire. Parce que les compétences ne sont pas les mêmes. Certains sont plus à l'aise en compréhension orale. Et donc, pour eux, le C2, c'est plus facile.
D'autres sont beaucoup plus à l'aise sur l'écrit, notamment sur la synthèse, sur l'essai argumenté, etc. et vont avoir une meilleure note en C1. Ça dépend. Ça dépend. Les exigences linguistiques sont à peu près les mêmes dans les deux niveaux. C'est-à-dire, si vous faites une très grosse faute, que ce soit en C1 ou en C2, elle sera sanctionnée de la même manière. Okay, il n'y a pas d'exigence réellement supérieure en C2 au niveau de linguistique. C'est vraiment les compétences, les exigences méthodologiques qui sont différentes. Là où le C2 est plus difficile, c'est qu'il n'y a que 2 épreuves. Alors vous allez me dire, bah, c'est plus facile. Bah non, c'est plus compliqué. Parce que si vous vous trompez complètement sur une des deux, bah, vous êtes obligé d'avoir une note phénoménale sur l'autre. Alors qu'en C1, si vous vous trompez sur une des 4, vous pouvez la rattraper avec les 3 autres. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez en C1, vous avez un 5 qui est une note catastrophique. Il vous suffit d'avoir 15 aux 3 autres, ce qui n'est pas une note extraordinaire. 15 sur 25, ce n'est pas une note extraordinaire, mais vous finissez avec 50 points. Mais si vous avez 10 dans une des matières en C2, vous êtes obligé d'avoir 40 sur l'autre. Et là, ça complique. Parce que 40 sur 50, c'est quand même une très grosse note. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur en C2. Il suffit que vous vous plantiez sur une des deux pour que ce soit foutu. Donc, il faut être beaucoup plus, on va dire, régulier. C'est là que c'est plus difficile pour moi au niveau du C2. C'est le fait qu'il n'y ait que 2 épreuves. Et puis, le gros problème du C2, c'est justement la production orale. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait avant au DELF DALF. C'est-à-dire c'est une épreuve qu'on ne vous a jamais demandé de faire avant. Peut-être que vous l'avez fait à l'université, au travail, ou je ne sais pas. Mais au DALF, on ne vous l'a jamais demandé. C'est d'écouter un texte et de prendre des notes en même temps. Ça, on ne vous a jamais demandé de faire ça avant. Et c'est difficile. C'est difficile parce que généralement, quand on écoute, on n'arrive pas. Et quand on écrit, on écoute plus que dit la personne. Là, il va falloir que vous soyez capable de faire les deux en même temps. Et c'est vraiment de l'entraînement. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez tous y arriver. Mais c'est de l'entraînement. Il faut que vous le fassiez régulièrement, au départ avec des petits textes de 3-4 minutes, puis 5, puis 7, puis 9, puis 11, jusqu'à arriver à des textes de 15 minutes. Parce qu'au DALF C2, ce seront des textes de 15 minutes. Et vous les écouterez 2 fois. OK, donc 15 minutes. Alors très souvent, ce seront des textes de France Culture. Là, celui que je vous ai donné n'est pas de France Culture. Celui que je vous ai donné, c'est un texte d'une radio classique. Mais là, ce sera souvent des textes de France Culture. La difficulté de France Culture, c'est que ce sont souvent des spécialistes qui sont invités et ils ont un vocabulaire peut-être un petit peu plus technique qu'il faudra que vous compreniez. Ce qui n'est pas toujours facile. Mais très souvent, c'est France Culture en C2. Donc, vous pourrez l'écouter 2 fois et vous n'aurez aucun document écrit pour vous aider. C'est-à-dire que toutes les informations dont vous aurez besoin, vous devez les écouter et les prendre en note. Vous n'aurez pas de document qui vous dira « il s'agit d'un texte avec telle et telle personne qui a été enregistré à telle date, etc. » On ne vous dira rien. C'est à vous de trouver les informations en écoutant. OK ? C'est ça la grande difficulté du C2, c'est ce compte-rendu de documents. Donc, vous devrez faire un compte-rendu de 8 minutes. Alors, je vais revenir après sur… je ne l'ai pas mis ici, voilà, oui, je l'ai mis ici. Donc, vous devrez faire un compte-rendu de 8 minutes. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pendant le compte-rendu ? Je ne sais plus où c'est que je l'ai mis. Voilà.
vous devrez faire une introduction. Et dans l'introduction, vous allez devoir dire ce qu'on appelle une contextualisation. C'est-à-dire, vous allez devoir dire qui sont les personnes présentes, où, quand et pourquoi. Alors, où, ça veut dire le nom de la radio, parce que généralement, c'est quand, ça va être la date ou un repère chronologique. On va voir ça tout à l'heure avec l'exemple que je vous ai donné. Et pourquoi? C'est le thème de l'interview ou du débat. Donc, toutes ces informations, vous devez être capable de les donner dès l'introduction. Il s'agit d'un texte qui a été publié sur la radio RTL. L'invité est Monsieur X, qui répond aux questions du journaliste Y, qui l'interroge sur le sujet Z. D'accord? En une ou deux phrases, vous avez contextualisé. Alors, s'il y a plusieurs invités, vous dites, il y a 3 ou 4 invités qui débattent sur le thème de l'environnement, par exemple, ou sur le thème du réchauffement climatique. Donc, vous expliquez qui sont les personnes présentes, où, le nom de la radio, quand et pourquoi. Alors, oui, Diego. Quoi faire si le nom est difficile à saisir, par exemple? Parce que moi, je pratiquais avec une émission où l'invité principal était une Camerounienne et son nom de famille était très compliqué à bien identifier. Donc, j'ai pratiqué, j'ai juste remplacé le en dessous. Alors, on ne vous reprochera pas de ne pas connaître tout le monde. C'est évident. Mais on vous reprochera de ne pas reconnaître le nom d'une personne très connue en France. Ou qui joue un rôle important dans la société française. Si par exemple, on vous dit que Elisabeth Borne a été invitée dans tel journal et que vous ne savez pas qui est Elisabeth Borne, ça va poser un problème. Si c'est Anne Hidalgo qui est invitée, je prends quelque chose de vraiment d'actuel, totalement actuel. Anne Hidalgo qui a été invitée pour expliquer la situation des poubelles dans la ville de Paris, puisqu'il y a une grève illimitée depuis plusieurs jours à Paris avec les poubelles, il y a des poubelles partout. Alors, Anne Hidalgo, si vous ne savez pas que c'est le maire de Paris, ça pose un problème. Si vous avez un texte sur l'éducation et qu'on vous parle de Pape Ndiaye, alors peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas, Pape Ndiaye, c'est le ministre de l'Éducation en France. Donc, si on vous dit ce nom-là, vous devez être capable en C2 de savoir qu'il s'agit du ministre de l'Éducation. Donc, il y a vraiment des personnes que vous devez connaître. C'est incontournable, quoi. Voilà. C'est vraiment de la culture générale. C'est vraiment de la culture générale. En C1, C2, je vous rappelle que le DALF, en général, est un examen français. Ce n'est pas un examen francophone. Ce n'est pas un examen qui est proposé par la francophonie. C'est un examen qui est proposé par la France. Et donc, vous devez connaître la culture française. Alors, même si vous êtes dans un pays francophone, même si vous êtes, je ne sais pas, au Sénégal, en Suisse, en Belgique, au Québec, etc., vous ne pouvez pas contextualiser dans votre pays, puisque ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'expliquer la France, le système français. Si je vous demande un sujet sur l'éducation en France, vous ne pouvez pas dire « je ne le connais pas, je vais vous expliquer le sujet au Québec ». Non. Non.
Que vous ne le connaissiez pas, c'est votre problème. Vous devez le connaître. Vous vous présentez pour le C2 du DALF, vous devez connaître le système scolaire français. Donc, c'est ça la difficulté pour les personnes, notamment, qui ne vivent pas en France. Certains, je sais peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en France. Pour ceux qui sont en France, c'est plus facile. Parce que forcément, vous avez la télé, vous avez les radios, vous avez tout ce qu'il vous faut pour connaître un petit peu le système. Mais pour ceux qui habitent sur d'autres continents, comme l'Asie, comme l'Afrique, comme l'Amérique latine, etc., c'est compliqué. C'est compliqué, je le sais. Mais voilà, ça fait partie de l'examen. Ça fait partie de l'examen. La culture fait partie de cet examen. Oui, Harry. Monsieur, ça m'est arrivé plusieurs fois quand j'ai écouté des documents. Parfois, il y a plusieurs invités qui sont 4 ou 5, par exemple, dans les tables rondes. Dans ce cas-là, comment faire? Devrais-je citer les noms de chaque personne ou que faire, monsieur? Non, tout dépend du nombre de personnes, mais c'est vrai que s'il y a 5 ou 6 personnes, tu ne vas pas toutes les citer. Tu vas dire qu'il s'agit de… Tu vas essayer de regrouper en disant qu'il s'agit de journalistes ou qu'il s'agit d'économistes ou qu'il s'agit d'hommes politiques ou qu'il s'agit de chefs d'entreprise, etc., etc. Donc, tu vas essayer de regrouper. Mais on ne vous reprochera pas de ne pas connaître tous les noms, citer tous les noms. D'accord. OK? On le reverra tout à l'heure avec l'exemple. Ensuite, vous devez présenter les idées essentielles réorganisées. J'insiste énormément sur la réorganisation des idées. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire un compte-rendu chronologique du document. Vous n'allez pas dire, le journaliste lui pose la première question qui est ceci, et il répond cela. La deuxième question du journaliste est ceci, et il répond cela. Votre compte-rendu va durer plus longtemps que l'original. Donc, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous devez le faire en moins de 8 minutes, alors que le document va en faire 15. Donc, vous vous rendez bien compte qu'il faut diviser le temps par 2. Vous devez être capable de faire un compte-rendu en 2 fois moins de temps que l'original. Si vous mettez 15 minutes pour faire votre compte-rendu, c'est mort. Vous devez être capable de résumer. Et pour ça, il faut réorganiser. C'est-à-dire que les réorganisations les plus classiques, ça va être avantages, inconvénients. Ou problème, conséquences, solution. Généralement, ça marche, pour ainsi dire, tout le temps. Ici, sur le sujet que je vous ai donné, celui-là, il fonctionne. Vous allez donner d'abord tous les avantages qui sont cités par le président de Facebook, enfin de Meta. Vous allez présenter tous les avantages qui sont cités par le président de Meta France. Et ensuite, vous allez insister sur les critiques qui sont émises par le journaliste. Le journaliste, il dit oui, mais il y a telle ou telle chose qui ne fonctionne pas, il y a tel ou tel problème par rapport au métaverse, etc., etc. Mais vous n'allez pas dire le journaliste lui pose la première question, etc., etc. Non. Sinon, vous ne vous en sortez pas. Vous devez être capable de regrouper les idées pour les présenter. Et forcément, entre chaque partie, il va falloir mettre des connecteurs. Vous devez être capable d'utiliser des connecteurs. Donc, ce compte-rendu, en gros, 8 minutes. Ensuite, vous avez un monologue. Donc, le monologue, c'est la question qu'on vous a posée. Dans le sujet, vous aviez la question qui vous était posée. À votre avis, est-ce que ce métaverse
va plutôt être positif ou négatif. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ou au contraire quelque chose qui vous fait envie et que vous avez envie de vivre le plus rapidement possible. Donc là, vous allez, première partie, ou alors vous allez donner directement votre opinion. Moi, je suis plutôt favorable parce que. Ou je suis plutôt opposé, ça me fait peur parce que. Ou alors, vous pouvez rester neutre en disant, on peut estimer que ça peut apporter des avantages, mais ça peut également être problématique. Vous allez faire donc avantage-inconvénient. C'est vous qui décidez. Mais là, le monologue, ça va 10 minutes et c'est à peu près la même chose que pour le C1. Pour ceux qui ont déjà passé le C1, la production orale de C1, c'est à peu près la même chose. Donc, ça ne change pas beaucoup. Oui, Edmond? Ah non, pardon, oui, non. J'ai vu que tu participais, mais oui, non, j'ai cru que tu posais une question. Et puis, ensuite, vous aurez le débat. Pendant 10 minutes de plus. Et au cours du débat, ils vont vous interroger sur des réponses que vous avez données et sur lesquelles ils voudraient des renseignements supplémentaires, des informations supplémentaires. Ils peuvent ne pas être d'accord avec vous. Ah, vous avez dit ça, on n'est pas d'accord. Est-ce que vous pourriez réexpliquer? Ou est-ce que vous pourriez vous justifier? Sur des éléments dont vous n'avez pas parlé, ah, vous avez cité tel et tel avantage, nous, on avait pensé à autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous devez réagir à ce qu'ils vous ont proposé. Ils peuvent vous interroger sur votre expérience personnelle ou sur des sujets d'ouverture. Par exemple, je ne sais pas, la 5G. Parce que pour développer le métaverse, il faudra forcément de la 5G. Okay, donc, ça représente un autre problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dangereux. OK? Donc, il faut que vous soyez capable de parler pendant, en gros, 30 minutes. 8 minutes pour le compte-rendu, 10 minutes pour le monologue et 10 minutes de plus pour le débat. Donc, ça fait 30 minutes d'épreuve. Vous aurez, après les écoutes, 1 heure pour vous préparer. Donc, vous écoutez 2 fois. Donc, en gros, ça fait 15 minutes plus 15 minutes. Ça fait une demi-heure d'écoute. Et après, vous avez 1 heure pour préparer le 1 et le 2. C'est-à-dire le compte-rendu et le monologue. Ça ne sert à rien de préparer le débat. Vous ne savez pas ce qu'ils vont vous poser comme question. Vous n'avez rien à préparer. Là, c'est vraiment… il n'y a rien à faire. OK? Vous devez travailler sur le compte-rendu et sur le monologue. Alors, justement, on va essayer… Vous allez essayer de me répondre un petit peu. Qui sont les personnes présentes dans ce sujet? C'est le journaliste et oui. l'invité qui s'appelle Laurent Soli, qui est président de Facebook France. D'accord. Laurent Soli, donc président de Facebook France. OK. Sur quelle radio? Europe 1. Europe 1. Europe 1. Donc, vous devez être capable de connaître les radios, les principales radios françaises. Europe 1. Quand? Alors, est-ce que vous pouvez contextualiser à quel moment ils ont fait ça? C'est à 8h ou à 8h30. Je suis pas oui, sûr. alors, je ne parle pas forcément de l'heure parce que ça n'a pas une importance phénoménale, mais la date au cours de l'année ou au cours de l'histoire. À quel moment de l'histoire ont-ils fait ce rendez-vous? En 2022, juste après la transition de Facebook en Meta. Voilà. Donc, c'est le lendemain, c'est-à-dire la veille, le jour juste avant, Zuckerberg
avait annoncé le changement de nom. Facebook devenait Meta. Et donc, dès le lendemain, Soli était invité sur Europe 1. Donc, il fallait contextualiser ça, être capable de le faire le lendemain de l'annonce de Zuckerberg. Facebook devient Meta. Donc, voilà en 30 secondes ce que vous devez être capable de dire. Au cours de ce document audio, le journaliste, vous pouvez préciser que le journaliste s'appelle Dimitri Pavlenko, si vous avez entendu. Mais bon, ce n'est pas important. Hein. Si vous le ratez, ce n'est pas grave. Dimitri Pavlenko a invité Laurent Soli, président de Facebook France, sur la radio Europe 1. Cette invitation a eu lieu le lendemain de l'annonce officielle du changement de nom de Facebook en Meta par Mark Zuckerberg aux États-Unis. Et donc, le journaliste interroge Laurent Soli sur le développement du métaverse dans les prochaines années, sur les avantages ou les inconvénients du métaverse au cours des prochaines années. Donc, ça, on a dit, et le thème, donc, c'est le développement du métaverse au cours des prochaines années. Là, votre introduction, elle est terminée. Vous pouvez éventuellement faire un petit plan en disant que, par exemple, je vais le faire peut-être à l'oral, ce sera plus simple. Laurent Soli va énumérer tous les avantages de ce nouveau système numérique du métaverse et le journaliste va l'interroger sur les dangers que ce système peut représenter. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire directement derrière. Mais c'est un petit plan. C'est-à-dire que j'indique qu'on va d'abord parler des avantages qui sont cités par le président de Meta. Et ensuite, bon là, il n'a pas reconnu ce que j'avais dit. Hein. Métaverse. Et ensuite, sur les dangers. Donc, j'ai cité le plan que je vais utiliser là. Et ensuite, vous allez citer les avantages qui sont cités par Soli. Laurent Soli insiste notamment sur tel avantage, avantage numéro 1. De même, il dit qu'il y a avantage numéro 2. En outre, il insiste sur avantage numéro 3. Vous avez remarqué que j'ai utilisé à chaque coup des connecteurs pour passer d'un avantage à l'autre. Cependant, le journaliste l'interroge sur les dangers que cela peut représenter, notamment inconvénient 1. De plus, il ajoute que inconvénient 2. Et vous pouvez finir par une conclusion en disant que Laurent Soli rappelle notamment que Meta va embaucher un nombre important d'ingénieurs, ce qui va permettre de développer l'économie européenne. Vous pouvez finir là-dessus. Sachant que, entre-temps, Meta vient de virer je ne sais pas combien de personnes dans le monde. Donc, mais bon. Il n'a pas franchement respecté ce qu'il avait dit, puisqu'ils font exactement le contraire. Mais ça, vous n'avez pas à le dire. Vous n'avez surtout pas à contextualiser en 2023. C'est-à-dire que ce document, il date de 2022. Vous ne devez surtout pas dire « Ah oui, mais depuis, il y a eu des changements et Meta fait le contraire de ce qu'il dit, etc. etc. » Non. Vous ne devez donner aucune information
extérieure à ce qui est dit dans le document. Vous ne devez jamais donner votre opinion personnelle. Je ne vais surtout pas dire « Ah, monsieur Soli, il dit que des bêtises, il dit que… » On ne vous demande pas si votre avis. OK? Donc, vous ne devez jamais donner votre opinion. Vous devez rester objectif. Un petit peu comme dans la synthèse de documents pour le C1, sauf que là, c'était à l'écrit. Ouais. Vous n'avez pas le droit de donner d'informations extérieures au document. Vous n'avez pas le droit. OK? Donc, voilà un petit peu ce qu'est le compte-rendu. C'est, je pense, l'exercice le plus difficile de l'épreuve parce que, comme je vous l'ai dit, ça vous oblige à vous entraîner à écouter et à écrire en même temps. Et là, c'est de l'entraînement régulier qui va vous permettre de le faire. Mais ça se travaille pas en 8 jours. C'est pas en 8 jours qu'on apprend à faire ça. Si on ne l'a jamais fait, c'est pas en 8 jours qu'on apprend à le faire. Il faut vraiment du temps. OK? Oui, Nigar. Bruno, est-ce que, en fait, je voudrais demander si on pourrait organiser notre plan un peu de manière un peu différente. Genre, est-ce que c'est vraiment problème, conséquence, solution et avantage, inconvénient? Par exemple, pour ce sujet-là, j'ai noté les points importants tels que la définition du métaverse. Donc, la définition, les usages de métaverse, et puis, bon, il y a aussi le rôle de l'Europe, de la France dans le développement du métaverse et les impacts et la régulation. Est-ce qu'on pourrait organiser le plan un peu? Oui. Oui, ton plan est correct également, oui. Elle a fait un plan thématique. Oui, voilà. Oui, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Le seul plan qui me fait très, très peur, parce qu'il est, pour parler vulgairement, il est casse-gueule, c'est-à-dire qu'il est très, très dangereux, c'est thèse, antithèse, synthèse. Oh, OK. Thèse, antithèse, synthèse, je vous ne conseille surtout pas de faire ce plan, parce qu'il est très compliqué. Il est très difficile et souvent, imaginez thèse, je suis pour, antithèse, je suis contre. Bah oui, mais tu viens de dire il y a 5 minutes que tu étais pour. Il faudrait savoir. OK? Et puis à la fin, tu dis, ah bah oui, je suis pour et je suis contre en même temps. Il faut vraiment être très entraîné pour arriver à faire un thèse, antithèse, synthèse de manière logique. Parce que sinon, ça semble, c'est absurde. C'est absurde comme manière de s'exprimer. C'est bien, ah bah oui, mais c'est pas bien. Ah bah oui, mais c'est bien et c'est pas bien. C'est compliqué. Donc, ne faites pas le thèse, antithèse, synthèse. Mais le plan thématique, pourquoi pas? D'accord. Tu peux faire un plan, par exemple, les avantages économiques, les avantages sociaux, les avantages culturels ou éducatifs. Pourquoi pas? Ou les avantages professionnels. Tu peux faire un plan thématique, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ton plan est logique, on ne te le reprochera pas. Mais par contre, tu ne dois pas ignorer une partie des informations, comme dans la synthèse. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, allez, je ne suis pas d'accord avec le journaliste qui est contre, donc moi, je vais parler que des avantages. Tout ce qui est régulation, tout ce qui est danger, etc., j'en parle pas parce que je ne suis pas d'accord ou parce que je n'ai pas le temps. Non. Tu dois donner toutes les informations essentielles. Alors, ce n'est pas facile. Hein. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais il faut s'entraîner à le faire régulièrement. C'est vraiment l'entraînement qui va vous permettre d'y arriver. Ce n'est pas parce que vous en faites une ou deux que vous allez comprendre. Il faut le faire régulièrement. Et j'insiste énormément là-dessus. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur la méthodologie. Ce n'est pas parce que vous écoutez des personnes le faire que vous allez savoir le faire. OK, ça semble. C'est pas parce que vous lisez 50 thèses ou 50 synthèses que vous allez savoir faire une synthèse. C'est en faisant des synthèses,
en vous trompant, en faisant des erreurs, que vous prendre de vos erreurs pour ne pas les reproduire. Okay. J'ai une élève il y a quelque temps qui avait préparé un C1 avec moi. Elle ne voulait pas, elle avait peur de faire des synthèses. Elle a lu des dizaines de livres avec des synthèses dedans. Elle m'a dit, j'ai compris. Je lui ai dit, d'accord, tu m'en fais une. Elle n'avait rien compris. Elle n'avait rien compris. Parce qu'elle n'avait pas essayé. C'est facile quand on lit un texte, on dit, ah bah oui, c'est facile, j'ai compris. Mais quand on vous demande de le faire, là, c'est plus compliqué. Donc, il ne faut pas avoir peur de vous tromper. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. L'erreur, comme on dit, je ne sais pas s'il y a des profs parmi vous, l'erreur est formative. Hein, on le dit aux élèves, donc, mais c'est valable pour vous également. Donc, l'erreur est formative, ça veut dire qu'on fait des erreurs, oui, mais on apprend de ces erreurs, à ne pas les reproduire. Moi aussi, je fais des erreurs et j'apprends de mes erreurs. Okay, donc, il ne faut pas avoir peur d'essayer régulièrement. Et donc, le monologue, bah, je vous l'ai dit, vous pouvez être ou pessimiste en disant « Ah, le métaverse, ça me fait peur, parce que », ou au contraire, optimiste « Ah, le métaverse, c'est super, j'attends ça avec impatience parce que ça me permettra de faire ceci, cela, etc. etc. » Okay, donc, il faut que vous soyez capable de donner des avantages et des inconvénients. D'où l'importance de faire des fiches argumentatives. Parce que ça, ce n'est pas le jour de l'examen que vous allez réfléchir aux avantages et aux inconvénients du métaverse. C'est un peu tard. En 1 heure, d'arriver à trouver, vous êtes stressé, vous êtes en plein examen. Le temps que vous trouviez les arguments, bah, vous allez perdre un temps fou. Si vous avez anticipé et que vous avez préparé une fiche argumentative de ce style-là, situation actuelle, mise en contexte, définition, avantages, aspects négatifs, solutions, ouverture possible, votre opinion personnelle, les autres thèmes connexes. Vous faites une fiche avec tout ça pour tous les sujets qui peuvent tomber. Alors oui, ça représente beaucoup de travail. Mais c'est le genre de travail que vous devez faire si vous voulez vous préparer. OK ? Et après, donc, bah, j'explique la situation actuelle, donc des informations que je trouve, la définition, les avantages, l'amélioration de la santé, l'intérêt géopolitique pour les entreprises, pour le commerce, pour le sport, pour les loisirs, pour la famille, pour l'enseignement, les aspects négatifs sur la santé mentale, sur la santé physique, sur l'économie, les arnaques par Internet, les différences sociales, l'augmentation des différences sociales, etc. Et les solutions et les ouvertures possibles. Donc, vous voyez, systématiquement, pour tous les sujets, vous devez être capable de vous faire des fiches comme ça. Alors, oui, ça représente du travail, mais au moins, le jour de l'examen, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr de tomber sur un sujet que vous maîtrisez, que vous connaissez, et vous aurez déjà les arguments. Oui, Diego. Ah oui, oui. Avant de passer à ma question, j'ai vu aussi que Harry avait une. Comment? Attends, j'ai pas compris, excuse-moi. Oui, oui. J'ai des questions, mais après, Harry aussi, lui, il voulait poser quelques questions. Ah oui, alors pardon, j'avais pas vu. Oui. Oui, Harry, vas-y, excuse-moi. Vas-y, Harry. Oui, monsieur. En ce qui concerne ce compte rendu, je veux savoir ce qui est le plus important. Est-ce que c'est le plan ou le fait de bien contextualiser le texte, par exemple? Quand justement, j'ai passé le DALF C1 récemment, et là, j'ai fait ce genre de compte rendu, mais c'était un peu différent. Alors ici, ce qui compte le plus, c'est le fait de bien dire tout ce qui a été dit dans l'audio, ou est-ce que je dois bien focaliser sur les avantages, l'inconvénient? Les deux sont importants. C'est-à-dire que la contextualisation, ça va être dans l'introduction. Ça, dans l'introduction, il faut que dès le départ, tu sois capable de contextualiser, de dire qui sont les personnes, pourquoi, quand, où, etc. Ça, c'est vraiment l'introduction, c'est, on va dire, c'est indispensable.
dans l'introduction. C'est-à-dire que dès la première écoute, ce sont vraiment les premières informations que vous devez chercher. Qui ils sont, pourquoi, etc. Et après, lors de la deuxième écoute, vous allez vraiment chercher les arguments qui sont utilisés. Là, c'est un texte assez simple parce que vous avez un journaliste et un invité. Point. Vous n'avez que deux personnes face à face. Et en plus, le journaliste, il n'est pas trop méchant, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas trop dans le débat, c'est-à-dire qu'il ne pose pas les questions qui fâchent. D'accord? Il ne pose pas vraiment les questions qui font mal. Il est très sympa, il est très conciliant avec l'invité. Mais vous aurez parfois des sujets, des textes, où vous avez 2-3 personnes qui ne sont absolument pas d'accord les unes avec les autres. Et vous devez évidemment être capable de réorganiser en disant bah, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et il y a ceux qui disent bah, il faudrait essayer de trouver des solutions. OK? Là, celui-là, il est simple. Parce que vous avez vraiment une personne qui dit bah, je suis le patron de Facebook et Facebook, c'est parfait. D'accord? C'est phénoménal, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème, etc., etc. Et le journaliste qui dit oh ouais, pourquoi pas? Ouais, vous avez raison. Donc le journaliste, il ne fait pas vraiment son travail d'investigateur, de débat. Donc il est très sympa. Donc c'est un texte assez simple. Mais vous pouvez tomber sur des textes où vous avez vraiment un débat qui s'installe entre plusieurs personnes. J'ai un autre texte que j'étudie avec mes élèves qui est assez compliqué parce que vous avez, pareil, un invité d'une autre très grosse entreprise américaine qui s'appelle Airbnb. Et donc, il est invité dans une radio française. Et là, je peux vous assurer que les journalistes, ils sont odieux avec lui. Ils sont vraiment odieux avec lui. Et puis, mais il y a même des invités, c'est-à-dire des gens qui ont utilisé Airbnb et qui sont contactés par téléphone et qui donnent leur opinion sur Airbnb. Donc, on a vraiment ici les avantages, les inconvénients, les solutions, les problèmes que cela pose. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que sur ce sujet-là, je vous ai donné un sujet assez simple hein, pour vous montrer un petit peu comment ça travaille, mais vous pouvez tomber sur quelque chose de beaucoup plus compliqué. Plus il y a de personnes, plus c'est difficile. Parce que vous avez souvent des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres. J'ai fait un autre sujet, je ne sais plus sur quel thème, c'était sur le thème de l'environnement, sur le thème du réchauffement climatique ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y avait… Non, c'était le thème sur le bonheur au travail. Un thème sur le nouvelle méthodologie du bonheur au travail, etc. Et tous les invités étaient d'accord, ils disaient que le bonheur au travail, c'est n'importe quoi. Donc c'était simple, ils étaient tous d'accord. Il y avait 4 invités, ils étaient tous favorables. Ils avaient tous la même opinion. Donc c'est assez simple. Mais bon, ce ne sera pas toujours le cas le jour de l'examen. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va vous tomber dessus. Donc il faut toujours être capable d'anticiper et de vous préparer. Donc le plan, il n'y a pas un plan miracle qui fonctionne tout le temps. Tout dépend du nombre de personnes, tout dépend du contexte. Est-ce qu'ils sont d'accord les uns avec les autres? Est-ce que tout dépend du système? C'est à vous de vous adapter et donc de vous entraîner régulièrement à le faire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. OK. Alors, je reviens un petit peu sur les erreurs qui sont le plus souvent commises par les candidats. Alors, comme je vous l'ai dit, la grosse difficulté, c'est de ne pas être capable de prendre des notes. C'est-à-dire, vous écoutez pendant un quart d'heure et vous n'écrivez rien. Et évidemment, à moins que vous ayez une mémoire phénoménale, je ne pense pas que vous soyez capable de retenir un quart d'heure de discussion. OK, et de prendre des notes après. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes très, très fort. Mais vous ne pouvez pas ne pas écrire pendant le quart d'heure d'écoute. Vous êtes obligé de le faire. Donc, il faut vous entraîner à le faire.
Dans le compte-rendu, c'est-à-dire la première épreuve, dites bonjour, s'il vous plaît. Dites bonjour à l'examinateur qui est en face de vous. J'ai bien dit bonjour, hein, pas salut. Okay, c'est quelque chose de formel. Salut, moi c'est Nicolas. Moi, je vais te présenter ma production orale. Là, déjà, vous êtes mal parti. Tutoiement, salut, non, ça ne va pas. Soyez formel, soyez poli, soyez courtois. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Ahmed ou je m'appelle Natacha, je suis algérien ou je suis ukrainien et je vais vous présenter ma production orale sur le sujet que je viens de tirer au sort. OK ? Il y a un élément supplémentaire. Alors, apparemment, je ne vois pas beaucoup de monde qui est concerné dans le groupe. Là. Il y a un élément supplémentaire que vous pouvez utiliser, c'est votre âge. Mais ça dépend de votre âge, en fait. Il y a deux avantages. Si vous êtes très jeune ou si vous êtes très vieux. Si vous êtes très jeune, imaginez, moi, j'ai une gamine dans un des groupes, elle a 15 ans. 15 ans et prépare le C1. C'est quand même pas mal à 15 ans. Donc, si elle dit « j'ai 15 ans », ça va lui donner un avantage. Parce que les profs, ils vont dire « waouh, une gamine de 15 ans qui présente le C1, c'est quand même assez impressionnant, on va l'aider un petit peu ». Dans le sens inverse, j'ai une personne qui a préparé le C1 et le C2 avec moi, qui avait presque 70 ans. Cette personne, elle n'a plus rien à prouver. Elle est à la retraite, elle ne cherche pas à intégrer une entreprise, elle fait ça pour le plaisir. On va pas être méchant avec elle. Ça sert à quoi d'être méchant avec elle? Elle fait ça par plaisir, on va essayer de l'aider. Donc, si vous êtes très jeune ou que vous êtes très vieux, vous pouvez dire « Ah, j'ai 15 ans et je prépare le C1 » ou « J'ai 70 ans et je reprends les études pour le plaisir », ça va vous donner des points. Parce qu'ils vont être sympas avec vous. C'est peut-être injuste pour ceux qui sont entre les deux, mais c'est comme ça. OK? Donc, présentez-vous. Toujours dans le compte-rendu, une des grosses erreurs, je vous l'ai dit, c'est de ne pas réorganiser les idées. C'est-à-dire de le faire de manière chronologique. Ça, c'est une très grosse erreur. C'est ce que je vous ai dit, votre compte-rendu sera plus long que l'original. Donc, il va y avoir un gros problème. Ne pas maîtriser le temps. C'est-à-dire faire un compte-rendu qui dure un quart d'heure. Ou au contraire, faire un compte-rendu qui dure 2 minutes. Ça va pas être bon. Donner son avis ou présenter des informations dans le compte-rendu. Totalement interdit. Vous ne devez jamais donner votre avis. Vous ne devez jamais utiliser le « je » ou le « nous ». Et vous devez donc utiliser ce que l'on appelle le discours indirect. Le journaliste demande si, l'invité répond que, etc., etc. Vous devez être capable d'utiliser systématiquement le discours indirect. Je reviendrai tout à l'heure sur les points de grammaire. Et donc, transformer les idées qui sont présentées. Si le journaliste il dit « c'est blanc », vous ne devez pas dire « c'est gris » ou « c'est noir ». Vous devez dire « c'est blanc ». Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. OK ? Je vous donne un sujet totalement actuel. Imaginez le ministre de l'Emploi en France qui est invité dans un journal et qui dit la retraite à 64 ans est inévitable. Eh bien, vous devez dire que la retraite à 64 ans est inévitable, même si vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'avez pas envie de bosser jusqu'à 64 ans, vous devez dire, voilà, le journaliste, enfin l'invité dit que. Et vous ne devez pas transformer ni juger ce qu'il dit. C'est totalement interdit dans le compte-rendu. Au cours du monologue, même chose, ne pas organiser vos idées. Il faut que vous fassiez un plan. Ne pas contextualiser le sujet. Et là, par contre, ne pas donner son avis et donc ne pas répondre à la question. Si, comme c'est le cas ici, on vous a posé une question, qu'est-ce que vous pensez du métaverse et que vous ne donnez aucune réponse,
bah, vous n'avez pas répondu à la question. On vous demande votre avis, vous ne le donnez pas. Il faut toujours répondre à la question. Et n'oubliez pas, là encore, politesse à la française, de remercier les examinateurs. J'ai maintenant fini mon monologue. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Ok. J'ai une élève en C1 la semaine dernière qui m'a fait un truc. Alors, j'ai été méchant avec elle. Elle m'a dit bon, bah, j'ai fini, au revoir. Je lui dis bah, au revoir. Pas possible. Au revoir, pas de problème. Donc, on ne fait pas de débat. Et donc, tu as 0 débat. Moi, ça m'arrange, hein, je bosse 10 minutes de moins. Je fais 10 minutes de moins. Donc, ne dites jamais au revoir. J'ai fini, au revoir. Bon, d'accord, au revoir. Je te laisse partir, il n'y a pas de problème. OK. Donc, remerciez les examinateurs de vous avoir écouté parce qu'ils ont quand même fait l'effort de vous écouter depuis 20 minutes. Donc, il faut les remercier quand même. Et puis, bah, vous leur proposez de débattre, de répondre à leurs questions. OK. Au cours du débat, justement, oui, alors, pardon. Harry, vas-y. Après, il y aura Jeff Harley. Vas-y, Harry. J'ai pas de question. Edgar, pardon. Je vous remercie pour cette formule de politesse. Et déjà, je l'utilise systématiquement pour le DELF, B2, DELF, DALF C1 aussi. Jusqu'ici, ça a très bien marché. Donc, je vous remercie. Oui, non, mais il faut être très poli. Alors, je vais vous donner un petit peu d'humour. Alors, seuls les Espagnols vont comprendre, hein. Enfin les Espagnols, les hispanophones. Seuls les hispanophones vont comprendre. Donc, je vous l'ai dit au départ, j'ai vécu pendant 4 ans en Espagne et donc j'ai vécu en Andalousie. Et les Andalous, bah, ils sont très informels, c'est-à-dire qu'ils disent « tu » à tout le monde, ils donnent des ordres, ils parlent de manière comme si c'était ton frère ou ta sœur en face de toi. Et donc, moi, bah, j'allais acheter des viennoiseries, donc des petits pains au chocolat à la boulangerie du coin. Et donc, je tombais devant la boulangère et je disais « Hola guapa, dame una napolitana, por favor ». Donc, salut ma belle. Salut ma belle. Alors, je ne la connais pas. Hein. Salut ma belle. Donne-moi, impératif, donne-moi un pain au chocolat, s'il te plaît. 4 ans plus tard, je reviens en France. Je vais à la boulangerie du coin. J'arrive devant la boulangère, je lui dis « Salut ma belle, donne-moi un pain au chocolat, s'il te plaît ». La boulangère, elle m'a regardé, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Elle aurait eu des fusils à la place des yeux, elle me tuait. Mais elle a dit « Mais monsieur, on se connaît, comment osez-vous me parler comme ça? C'est pas possible. » Et là, j'ai changé, j'ai dit « Ah, excusez-moi madame, pourrais-je, s'il vous plaît, avoir un pain au chocolat? Merci beaucoup. » OK? La politesse à la française, c'est extrêmement important. C'est très souvent hypocrite, je suis d'accord avec vous. Très souvent, on n'a pas envie de dire merci, ni bonjour, ni quoi que ce soit, mais il faut le dire, il faut le faire. On exagère très souvent. On le voit d'ailleurs dans les lettres formelles. Hein. Vous savez, une lettre formelle, j'écris au maire pour me plaindre des poubelles, pour me plaindre du prix des impôts, etc. etc. Donc, j'arrête pas de le critiquer pendant toute la lettre. Et à la fin, je lui dis « Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de mes sentiments distingués. » OK ? Je n'ai pas arrêté de l'insulter pendant les 3/4 de la page. Et après, je lui dis mes salutations distinguées. C'est très, très hypocrite. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la politesse à la française, il faut faire avec. Il y a un bon exemple aussi. Moi, je viens de lire un ouvrage qui s'agit de la relation entre De Gaulle et le maréchal Pétain avant Vichy. Et là, ils ont eu une querelle à propos de la propriété d'un livre que De Gaulle avait fait paraître avant la guerre. C'était, je pense, Les fils de l'épée ou quelque chose comme ça. Et Pétain, lui, il clamait la propriété intellectuelle de l'un des ouvrages de Gaulle. Et lors de cette dispute, ils ont cherché beaucoup de lettres aussi où De Gaulle critiquait, fustigeait Pétain aussi.
très directement. Et puis, il finissait aussi la lettre de cette manière. Ouais. Ouais. Oui. Très Non, mais bon c'est vrai que c'est document. très hypocrite. Hein. Oui, On n'arrête pas de critiquer, d'insulter les gens et derrière, on leur dit toutes les politesses possibles. C'est vrai que c'est c'est ça. très, comme on dit en français, c'est très faux cul. Oui, Nigar, je te laisse parler. Oui, en fait, je voulais demander, est-ce que la contextualisation pour le monologue est vraiment obligatoire? Parce qu'en fait, on fait déjà la contextualisation dans la partie. Ah non, alors je ne parle pas de la contextualisation du document. Je parle de la contextualisation du sujet, du thème. Oui. C'est-à-dire le thème. Parfois, le monologue sera un sujet un petit peu différent du texte. C'est-à-dire que ça va être un sujet peut-être un petit peu plus éloigné Oui. du document officiel. Donc, il faut quand même être capable de contextualiser un petit peu. D'accord. Oui, Hachan. En fait, je voulais savoir pendant la monologue s'il fallait pas faire le plan thèse, antithèse, parce que c'était la première chose qui m'était arrivée à l'esprit en regardant la question pour la monologue. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Parce que je pourrais me faire tuer par Si tu le maîtrises, oui, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement la thèse, antithèse, synthèse. Mais si vous n'avez jamais fait de thèse, antithèse, synthèse, je ne vous le conseille vraiment pas parce que c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Vous pouvez avoir un discours totalement absurde. Totalement absurde en disant, à un moment donné, exactement le contraire de ce que vous avez dit 5 minutes avant. Donc, imaginez, qu'est-ce que vous pensez de la ville de Paris? Pendant 5 minutes, je dis, j'adore Paris. Et pendant les 5 minutes qui suivent, je dis, oh, j'ai horreur de Paris. C'est totalement absurde. La personne qui ne maîtrise pas la langue et qui ne maîtrise pas les subtilités de la langue, ça va être très, très compliqué de le faire. Donc, franchement, thèse, antithèse, synthèse, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Merci. Alors, les ressources les plus souvent utilisées, je voulais revenir. Alors, oui, Anna, tu voulais pas me dire quelque chose? Non. Ah, maintenant, tu as levé la main, c'est pour ça. Donc, les ressources les plus utilisées, c'est France Culture. Alors, je voulais vous montrer une petite chose rapidement. Si vous allez sur YouTube, vous avez donc… allez. Voilà. Donc, vous avez la chaîne France Culture où vous avez énormément de vidéos disponibles. OK. Vous pouvez également, je ne sais pas si donc vous avez la bande passante en haut, là, accueil, vidéo, short, etc., etc. Vous allez plus à droite et vous avez une petite loupe. Et vous pouvez, dans cette petite loupe, faire par exemple éducation. Et vous allez avoir toutes les vidéos en relation avec l'éducation proposées par France Culture. OK. Donc, je vous conseille vraiment d'aller visiter cette chaîne YouTube de France Culture parce que, on va dire, les 3/4 des sujets qui sont proposés au C2 sont extraits de France Culture. OK. Donc, n'hésitez pas à y aller et à regarder certaines vidéos. Faites-le le plus régulièrement possible. Si vous pouviez écouter, je ne sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes de langue française tous les jours, ce serait bien. OK. Je préfère que vous écoutiez 20 minutes tous les jours que rien pendant toute la semaine et 3 heures le week-end. OK. Parce que ce que vous allez retenir pendant le week-end, vous allez l'oublier pendant les 5 jours que vous n'allez rien faire, vous allez tout oublier et vous allez repartir à zéro. Alors que la régularité, la fréquence va vous permettre d'enregistrer beaucoup plus facilement les informations et de vous entraîner beaucoup plus facilement. OK. Donc, ça ne sert à rien de travailler 4 heures de rang parce que généralement, au bout d'1 heure et demie, 2 heures, on sature un peu. On sature un petit peu. Donc, ça ne sert à rien de travailler des heures entières. Donc, franchement, ça, c'est un site qui est très intéressant que je vous conseille. OK. France Inter. France Inter aussi, oui.
France Inter aussi. Alors, je ne sais plus où c'est que. Attendez, je ne sais plus où c'est que c'est. Non, ça c'est. Je ne sais plus où c'est que j'ai mis ça. Vous avez Europe 1 qui est pas mal. Vous avez Le Monde qui propose des vidéos également. Vous avez Arte. Alors là, c'est beaucoup plus peut-être intellectuel. C'est beaucoup plus intellectuel. Et le problème de Arte, c'est que ce n'est pas une chaîne française, mais une chaîne franco-allemande. Donc, ça peut être un petit peu problématique. Vous avez Le Figaro. Vous voyez, la plupart des journaux ont leur page Facebook. Vous avez C'est dans l'air. Alors, C'est dans l'air, c'est intéressant. C'est une émission de télévision où ils font des débats, justement. Ils font des débats sur l'actualité. Alors, il peut y avoir de tout. Hein. Là, pareil, vous avez toujours la loupe pour faire, par exemple, l'éducation. Et je vais retrouver tous les documents sur l'éducation. OK, et notamment PAP NDA, dont je vous ai parlé tout à l'heure. OK. Public Sénat, qui est un document, qui est un site assez intéressant, qui propose des articles très très intéressants. Après, là, c'est plus littéraire également. Ils ont des sujets qui sont parfois très très intéressants. C'est l'Université de Nantes qui propose sa page également. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez l'embarras du choix. Mais c'est vraiment France Culture qui est le plus souvent utilisé pour l'examen du DALF C2. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'est une question qui m'a été posée tout à l'heure. Je ne sais plus qui c'est qui m'a posé cette question-là. Donc la culture et la contextualisation, vous devez contextualiser en France. Si on vous pose une question sur l'éducation en France, vous ne pouvez pas expliquer l'éducation en Inde, au Pakistan, en Espagne, en Italie, en Allemagne ou au Mexique. Vous devez expliquer l'éducation en France et les problèmes en France. OK? Donc, toujours contextualiser dans votre pays quand on vous le demande de le faire. Enfin, dans la France, quand on vous le demande de le faire. Vous ne pouvez pas changer en disant « Bah oui, mais je ne connais pas ». C'est votre problème. Vous devez connaître. Oui, Diego. Oui, est-ce qu'on va comparer aussi les anciennes grilles et les nouvelles grilles? Parce que les nouvelles, elles sont beaucoup plus absolues que oui, alors les nouvelles grilles, grilles. Alors les nouvelles grilles s'adressent surtout aux examinateurs et moins aux élèves. C'est surtout pour les examinateurs. Pour vous, ça ne change rien. Pour vous, ça ne change absolument rien en tant que candidat. Ça ne change absolument rien. Vous serez toujours évalué, en gros, à 50-50 entre la méthodologie et la langue. Peut-être même un petit peu plus sur la méthodologie que la langue. La méthodologie, oui. Oui. C'est presque plus du 55 ou 60% sur la méthodologie et du 40 ou du 45% pour la langue. OK? Mais vraiment, la méthodologie est essentielle. Essentielle. Si vous respectez bien la méthodologie, il n'y a pas de souci. Alors, une autre question qui m'est souvent posée, c'est combien de temps il faut pour se préparer? Là encore, je n'ai pas de réponse. Pas de réponse. Tout dépend. Un élève, une personne qui a 20 ans, qui est étudiante, qui n'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, elle aura beaucoup plus de disponibilité, beaucoup plus de temps qu'une personne qui travaille 40 heures par semaine et qui a 4 enfants à la maison à s'occuper quand elle rentre le soir. C'est évident que vous n'avez pas le même rythme de travail. Et donc, vous n'avez pas forcément le même temps à consacrer à l'étude de la langue. OK? Tout dépend également de votre niveau actuel. Si vous avez déjà passé le C1 avec 80 sur 100,
Bah, vous pouvez déjà vous présenter dans 2 mois, vous l'aurez. Hein. Par contre, si vous avez eu le B2 avec 55, voilà, je vous dis, il y a du boulot. Il y a du boulot. Parce que si vous avez eu 55 au B2, c'est qu'il y a des gros problèmes lexicaux. Il y a des gros problèmes linguistiques et donc il faut les régler. Oui, Anna? Oui, ce que vous avez parlé avant, ce que tu as parlé avant, même quand tu es en train de parler, en train de faire quelque chose, il faut voir aussi les horaires. Parce que moi, une des fautes que j'ai eues cet été, c'était que j'ai pensé, par exemple, l'éducation ici en Espagne, c'est seulement le matin, mais l'après-midi, on n'a pas. Et même cette petite erreur, quand tu le penses, mais normalement, tu penses dans ta langue et après, c'est difficile. Tu penses que partout, c'est… En ce moment, tu ne penses même pas que c'est une faute. Tu le vois après. Oui, oui. C'est vrai que le système éducatif français, les élèves français arrivent à l'école à 8 h du matin et repartent de l'école à 5 h le soir. Ils y passent la journée entière à l'école. Si vous dites « Ah ouais, mais les élèves, de toute façon, ils ont l'après-midi de libre pour faire du sport, pour faire des activités culturelles, etc. » Non. Ils n'ont pas leur après-midi de libre, ils sont à l'école. Donc, c'est vrai que le système éducatif français, vous devez le connaître, vous devez le maîtriser pour ne pas faire d'erreur de contextualisation. Okay, dans certains pays, comme l'Inde, notamment, j'ai eu plusieurs élèves d'Inde, comment s'appelle l'uniforme est obligatoire dans les écoles. En France, non. Aucun uniforme n'est obligatoire en France. Il y a certains hommes politiques qui veulent le mettre en place, mais pour l'instant, non. Okay, donc, il y a des choses que vous devez connaître de la culture française qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Et vous ne pouvez pas utiliser votre système, qu'il soit éducatif, professionnel, social, de votre pays, parce que ça ne marchera pas. Il faut que vous connaissiez le système français. C'est pas facile, pas facile. D'où l'intérêt d'écouter régulièrement la radio pour s'informer et de lire. Il y a un site dont je voulais vous parler qui est très très bien pour lire. Parce que le gros problème aujourd'hui pour lire, c'est que la plupart des journaux, ils ont mis des abonnements payants. Et si vous voulez accéder aux articles, il faut payer. Et généralement assez cher. Donc, il y a un site qui est très bien. Alors, j'ai un doute sur le titre. Oui, c'est celui-là. Voilà. Alors, c'est un nom anglais, The Conversation, mais en fait, c'est français. Hein. Donc, The Conversation. Donc, vous voyez France, vous mettez France en haut. Ce sont des articles très, très intéressants qui ne sont pas écrits par des journalistes, mais qui sont écrits par des profs d'université. Ce sont des profs universitaires qui écrivent ces articles et qui sont très, très bien. Par exemple, vous voyez, ça, ils en parlent beaucoup en France, de remettre le service national obligatoire en France. Dans la même veine. Vous voyez, il y a un texte qui explique ça. Pourquoi le service national redeviendrait obligatoire en France et sous quelle forme, etc., combien de temps, etc., etc., etc. Donc, il y a vraiment des sujets sur, par exemple, l'alimentation, manger des insectes. C'est un sujet qui est tombé en C1 il y a quelques mois. Je ne sais plus dans quel pays. J'ai un élève qui m'a parlé de ça, il est tombé là-dessus, sur l'alimentation des insectes. Pour arriver à faire manger des insectes aux Français, il va falloir commencer à se lever tôt. Moi, personnellement, vous me demandez de manger des insectes, pas question.
Donc, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Alors que dans certains pays, c'est logique. Par contre, vous dites à certaines personnes à l'étranger que les Français mangent des escargots et des pâtes de grenouille. Quoi? Vous mangez ces trucs-là? Mais c'est horrible. Ah oui. Donc, c'est vrai que la culture est différente. La culture est différente. J'ai discuté l'autre fois avec une élève que j'ai dans le groupe de C1 actuellement, par rapport au bien-être animal. Vous savez, on parle beaucoup en Europe du bien-être animal, du respect des animaux de compagnie. Il ne faut pas être violent, il faut les respecter, il faut les faire vivre dans de bonnes conditions, etc. Et elle vit dans un pays, elle vit au Kenya. Elle vit au Kenya. Et au Kenya, c'est tout juste si vous ne pouvez pas tuer votre chien devant chez vous, devant tout le monde, personne ne vous dira rien. En France, vous risquez la prison. En France, vous tuez votre chien, vous risquez la prison. Alors que dans certains pays, on ne vous dira absolument rien. Donc là encore, il y a des différences culturelles énormes d'un pays à l'autre. Vous allez en Chine, il y a des marchés aux chiens où ils vendent des chiens pour l'alimentation. Vous voyez que d'un pays à l'autre, ça peut être totalement différent. La vision que l'on a d'un même thème. Donc, je ne juge pas, je ne cherche pas à juger. Je dis, les cultures sont différentes. Point. Et vous devez connaître la culture française. Oui, Anna. J'ai lu quelques articles qui disaient qu'il faut faire attention aux ingrédients parce que normalement, maintenant, il y a quelques ingrédients dans les aliments où on met déjà des insectes. Oui, un petit pourcentage. Oui. Ouais. Ou les bonbons. Ça me fait peur, hein, ça me fait peur. Mais bon, moi si je ne le sais pas, bon, tant pis. Hein. Je les ai mangés, mais il ne faut pas qu'on me le dise, quoi. Faut pas qu'on me dise qu'il y a des insectes dedans, parce que là, je crois que je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal. Mais bon, si je ne le sais pas, si on me dit, tiens, hier, tu as mangé des insectes. Ah bon? Bon, bah, j'ai mangé des insectes. J'ai mangé des insectes, attends, pour moi. Alors, les conseils de préparation. Donc, je voulais dire, faites des fiches argumentatives. Essayez d'en faire le plus possible. Lisez régulièrement la presse française. Écoutez quotidiennement la radio. Donc, je vous ai cité plein de chaînes sur YouTube qui proposent des vidéos. Revoyez la grammaire, la conjugaison, la syntaxe. Si j'ai un manuel à vous conseiller, c'est celui-là. Il est très, très bien. Ouais. Le seul problème de ce manuel, c'est qu'ils ont fait dans la surenchère. C'est-à-dire que si vous voulez les corrections, il faut le deuxième. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis les corrections sur le même manuel que les exercices et le cours. Donc, vous avez le cours et les exercices sur celui-là et vous avez les corrections sur celui-là. Donc, c'est un petit peu exagéré, mais il est très, très bien. Il est très, très bien. Donc, le jour de l'examen, il n'y a pas raison de stresser si vous êtes préparé. N'oubliez pas de bien lire les énoncés. J'ai vraiment insisté sur ça tout à l'heure. Je vous l'ai montré par rapport au sujet de production écrite. Hommes, femmes, nombre d'enfants, l'âge des enfants, etc., etc. Il peut y avoir des pièges. Donc, lisez bien les énoncés pour ne pas faire de hors-sujet. Prenez toujours le temps de réfléchir. Et il y a une chose que je n'ai pas mise, notamment pour l'écrit. Alors, ça, c'est pour l'oral, mais pour l'écrit, relisez avant de donner votre copie. Faites toujours une relecture parce que vous allez trouver des fautes que vous avez faites bêtement. Moi, le premier, il y a une faute que je fais très régulièrement quand j'écris très vite, c'est de mélanger le participe passé et l'infinitif. Je vais manger et, au lieu de faire ER. D'accord? Je connais la règle par cœur, mais dans la précipitation, je fais la faute. Il suffit que je me relise pour voir la faute et la corriger. Vous apprenez à vous connaître.
certains d'entre vous, vous allez peut-être oublier les S sur les adjectifs. D'autres, vous allez oublier l'accord du participe passé, ou vous allez oublier vous allez mettre un S au verbe au présent au lieu de mettre ENT. Vous avez tous des fautes que vous faites régulièrement. Apprenez à vous connaître et à les relire pour corriger ces fautes. Vous allez voir que vous allez en corriger beaucoup. Ça vous évitera de perdre beaucoup de points. Les points grammaticaux, donc je vous l'ai dit, le discours indirect, vous devez le maîtriser parfaitement. Donc je vous ai mis 2 phrases ici. Zuckerberg a dit « Les Français pourront utiliser le métaverse l'année prochaine ». Est-ce que vous pourriez me mettre cette phrase au discours indirect? Oui. Zuckerberg a dit que les Français pourraient utiliser le métavers l'année suivante. Très bien, très bien. Zuckerberg a dit que les Français pourraient utiliser le métaverse l'année suivante. Alors, il n'a pas reconnu le nom. A dit. Donc, le futur se transforme en conditionnel et l'année prochaine se transforme en l'année suivante. Est-ce que parmi vous, tout le monde le savait? Apparemment, il y a des visages un petit peu perturbés, donc ça veut dire non. Ça veut dire non. Vous devez maîtriser le discours indirect. Deuxième phrase, Zuckerberg nous a dit « Apprenez à utiliser les nouvelles technologies ». Zuckerberg nous a dit que nous apprenions à utiliser. Non, ça c'est d'espagnol, ça. Il Nous a nous a dit demandé d'apprendre. D'apprendre, voilà, Ouais. voilà. Zuckerberg nous a dit d'apprendre à utiliser les nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut utiliser peut-être demander aussi à la place de dire? Oui. Alors, c'est là. Alors, j'y reviens un petit peu plus loin, ou même là, voilà, la richesse lexicale des verbes introducteurs. C'est-à-dire ne pas toujours dire, dire. Demander, expliquer. Il y a plein de verbes, il y a des dizaines de verbes. Verbes introducteurs. Donc, vous devez être capable de ne pas tout le temps dire. OK? Mais vous voyez, quand vous avez un futur, il se transforme en conditionnel. Quand vous avez un impératif, il se transforme en de plus infinitif. Ça, ce sont des règles que vous devez parfaitement maîtriser. Là, je vous en ai juste mis quelques-uns. Les expressions pour donner son avis. Être d'accord, ne pas être d'accord, avoir peur, avoir envie, avoir besoin, etc. Toutes ces expressions, vous devez les maîtriser. Par exemple, je pense que, je crois que, c'est plus indicatif. Mais par contre, à la forme négative, c'est plus subjonctif. Ça, vous devez le savoir. Je crois qu'il faut travailler, je ne crois pas qu'il faille travailler. Ce sont des règles que vous devez maîtriser. Toutes les structures impersonnelles. Alors, ce sera le cours de la semaine prochaine, hein, pour ceux qui sont déjà inscrits. Ceux parmi vous qui se sont inscrits pour le cours de la semaine prochaine de grammaire, ce sera sur les structures impersonnelles. Il est nécessaire que, il est indispensable que, etc., etc. Il s'agit, alors celle-là, tout le monde me fait la faute, savoir construire avec il s'agit. Donc, il y a plein de structures impersonnelles qu'il faut que vous maîtrisiez. Et la langue formelle. C'est-à-dire que le on doit disparaître de votre vocabulaire. Le est-ce que doit disparaître de votre vocabulaire. Les verbes falloir et devoir au présent sont interdits parce que ça indique de l'ordre et on ne donne pas d'ordre en français, on donne des conseils. Donc, il faut utiliser le conditionnel. Et donc, interdiction de l'impératif également. Parce que on ne donne pas d'ordre à un français.
Vous pouvez donner un ordre à un enfant, un prof peut donner un ordre à un élève, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes dans le domaine du travail ou dans le domaine officiel, dans le domaine formel, ne donnez jamais d'ordre. Alors là, j'en ai fini pour la partie cours en elle-même. Je précise que donc il y a une nouvelle formation de DALF C2 qui commence le 17 avril. Donc ce sera le lundi et le jeudi de 20h à 21h30. Je précise que comme c'est le cas ici, tous les cours sont enregistrés. Comme c'est le cas ici, vous avez systématiquement un compte-rendu pour chaque cours qui vous est donné, compte-rendu écrit pour chaque cours qui vous est donné. Donc, si vous ne pouvez pas y participer en direct, vous savez que dès le lendemain, vous pouvez revoir la vidéo et revoir le compte-rendu. Je précise également que… qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais préciser aussi? Je ne sais plus, c'est pas grave. Tous les sujets que je vais proposer seront nouveaux. Donc, je refais totalement tous les sujets. Je les adapte notamment aux examens qui sont tombés au cours des derniers mois. C'est-à-dire tous les sujets qui sont tombés au cours des derniers mois, je vais les travailler pendant la formation, la prochaine formation. Oui, je précise, oui, c'est ça que je voulais préciser. Les cours sont enregistrés, mais ils sont publiés sur Classroom. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, sur Classroom, mais interne au groupe. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas publiés sur les réseaux sociaux. Hein. Ils sont uniquement réservés aux membres du groupe. C'est-à-dire seules les personnes inscrites à la formation peuvent voir ces cours. Donc, nous travaillons des sujets tels que nous l'avons fait aujourd'hui. 2 sujets par semaine, un en écrit, un à l'oral. Nous voyons les idées essentielles présentes dans les textes, comment contextualiser. Donc, nous faisons le travail ensemble dans un premier temps. Et ensuite, vous rédigez pour l'écrit, vous m'envoyez votre production orale pour l'oral et je vous corrige de manière individuelle. C'est-à-dire, je reçois les copies par mail ou par Google Drive et je corrige les copies ou les productions orales. Et j'envoie un compte-rendu à chacun des élèves. Et en plus, donc ça fait 8 productions écrites, 8 productions orales. Et en plus, vous avez 3 productions orales dans les conditions d'examen. C'est-à-dire que, par exemple, Anna me dit ah ben moi, je suis disponible lundi matin. Je lui dis d'accord, je t'envoie le sujet à 9h. Donc, tu as 1h30 pour le préparer. Donc, une demi-heure d'écoute plus 1 heure de préparation, ça fait 1h30. Donc, 9h, tu le reçois. À 10h30, on se voit en visioconférence et tu me le présentes pendant une demi-heure. Donc, tu me fais ta présentation dans les conditions de l'examen. Et donc, chacun des élèves inscrits à la formation a le droit à 3 productions de ce type-là pendant la formation. OK? Et donc, le prix de cette formation, c'est 240 €. Alors, il y a une question qui m'a été posée. Et je précise, ça, c'est le lien si vous voulez accéder directement. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous tombez directement dessus. Et donc, vous avez les 3 formations proposées pour le mois d'avril. OK? Une question qui m'a été posée. Est-ce qu'il y aura une autre formation en juillet-août? Ou même au mois de septembre? J'en sais rien pour le moment. Je ne peux pas vous certifier. Ça va dépendre du nombre de personnes présentes. Ça va dépendre de mes disponibilités à moi. Et ça va dépendre aussi d'autres projets que j'ai en cours. Et donc, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire une autre. Donc, il y a une personne qui m'a contacté en me disant « Oui, mais j'ai mon examen au mois d'octobre. J'aurais voulu le faire un peu plus tard. » Je ne sais pas. Je ne peux pas vous assurer qu'il y aura une autre formation après celle-là, pour le moment. Et donc, il y a également une formation de grammaire, je vous en ai parlé. Sinon, je propose des manuels. Donc, quand vous êtes ici, vous avez la partie boutique. Et vous avez donc les manuels scolaires qui sont ici. Vous avez les 6 manuels actuellement disponibles. Notamment les 40 fiches argumentatives volume 2, le premier que vous voyez ici, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la fiche 37, là sur le métaverse, elle est extraite de ce manuel-là. Vous voyez, vous avez les 14 fiches générales
Donc, une fiche générale, c'est quoi? C'est une fiche où je vous explique. Donc, par exemple, pour le monde du travail, vous avez tous les sous-thèmes qui sont là. Égalité homme-femme, diversité, inclusion au travail, bonheur au travail, management moderne, espace public et espace privé, certificat Voltaire, etc. Ça, c'est tous les sous-thèmes du monde du travail, tous les sous-thèmes du monde de l'environnement, etc., etc. Et donc, derrière, vous avez les 40 fiches argumentatives. Donc, coworking, droit à la déconnexion, bonheur au travail, déforestation, élevage, énergie renouvelable, mixité à l'école, etc., etc. Et donc, la 37 que je vous ai montré, le métaverse. OK? Donc, voilà les manuels qui sont disponibles. Vous avez également donc celui-là, le DALF C2, le troisième, là. Si Donc, vous ne les avez pas, je vous conseille vraiment de les acheter parce que c'est une merveille. Hein. Moi, j'adore. Merci Anna. C'est vrai que Anna, bah, tu as tout acheté, toi? Tu as acheté les 6, toi? Non, il me manque un parce que tu t'es trompé et tu ne m'as pas envoyé celle des rédactions de ces deux. Je t'ai envoyé un WhatsApp. Mais je pense donc, c'est celui-là que tu n'as pas reçu. C'est celui-là que tu n'as pas reçu. Les productions écrites, je vais te l'envoyer. Voilà, voilà. Donc là, il y a 30 essais argumentés de ces deux qui sont développés. Donc voilà ce que je propose sur mon site internet. Est-ce qu'il y a des questions sur le C2, sur la production orale en général, avant de terminer? Bon, il y a une question que je voudrais poser. C'est, par exemple, si moi, directement, seul, je veux faire mes rédactions, par exemple, j'ai vu que peut-être tu les corriges aussi, ou non? Alors, il y a un service de correction, oui. Alors là, j'en ai pas parlé. Il est là. Formation, cours, réservation. Je crois que c'est là. Non, achat, sujet et correction. C'est celui-là. Achat, sujet et correction. Donc, vous avez, par exemple, ici, il y a une. Bah, c'est celle qu'on a faite, hein, la production orale. Mais vous avez des productions écrites de DALF C2. Donc, par exemple, vous avez la production écrite de DALF C2. Vous choisissez le sujet. Et vous recevez le dossier complet. Vous avez 3 mois pour faire votre synthèse, enfin votre essai argumenté. Vous me l'envoyez et je vous le corrige complètement, de manière totalement individuelle. Donc ça, c'est un service que je propose également pour le CE, pour le C1, pour le B2. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un sujet sur le site pour l'oral, mais il va y en avoir d'autres qui vont être mis prochainement. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un sujet pour l'oral. Donc voilà ce que je propose, moi. D'autres questions? Oui, Bruno, en fait, j'ai une question concernant le débat, la partie du débat. Oui. Très souvent, on nous impose, en fait, dans le DALF C2, on nous impose une opinion. Donc, oui. Alors, de moins en moins. De moins en moins. Oui, d'accord. Mais même pour de moins en moins, c'est-à-dire que, alors, en tout cas pour l'écrit du DALF C2, depuis quelque temps, il propose systématiquement 2 sujets. Oui. Et vous choisissez celui que vous voulez. Oui. Par exemple, j'ai un élève indien qui est venu le passer en France, lui. Et donc, il est tombé sur le télétravail, sur le travail à la maison. Et il avait 2 sujets. Un sujet où c'était le patron qui écrivait et qui était contre le travail à la maison. Et un autre sujet où c'était l'employé qui était pour. Donc, il pouvait agir en conséquence. OK? Moi, j'ai mon chien qui est en train de pleurer derrière la porte. Là. Il m'énerve. Alors, à l'oral, oui, vous n'avez qu'un seul sujet. Vous n'avez qu'un seul sujet à l'oral. Et de toute façon, quel que soit le sujet que l'on vous pose, alors ça, c'est clair et net, les examinateurs du C2 sont là pour ça. Ils ne seront jamais d'accord avec vous. De toute façon, c'est certain, ils auront toujours une opinion différente de la vôtre. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre, une idée,
l'élève justement indien dont je vous parle, quand il a préparé son sujet, le correcteur est venu regarder ce qu'il faisait, voir ce qu'il écrivait comme note, pour voir quelle était son opinion, et ensuite il est retourné à sa place pour trouver les arguments contre ce qu'il avait écrit. Oui, ça je vois parfaitement, mais en fait, ce que je voulais préciser aussi, après avoir choisi un sujet, même pour la production orale, une opinion, pendant le débat, il paraît qu'on devrait garder ce rôle qu'on joue en fait. Est-ce que on Oui, ne cherchez pas à entrer dans le jeu des examinateurs. C'est-à-dire que justement, eux, ils veulent voir si vous êtes capable de débattre. Si dès la première question, si quand ils vous disent « nous, on n'est pas d'accord, on pense ça », et que dès le début, vous dites « ah, vous avez raison », quoi? Ah non, vous ne faites pas votre boulot, vous ne faites pas votre travail. Justement, eux, ils veulent que vous disiez « non, je ne suis pas d'accord avec vous, j'ai dit ça parce que je le pense réellement », et vous devez être capable d'argumenter et de débattre. Vous ne devez pas abandonner. Nous défendons notre voilà, vous devez défendre votre boulot, défendre votre opinion, défendre vos idées. Il n'est pas question que vous abandonniez dès le départ. Vous pouvez, c'est une expression un peu française, mettre un peu d'eau dans votre vin si vous voulez. Ouais. OK? Mettre un peu d'eau dans votre vin en disant, bon, modéré. J'ai peut-être exagéré un petit peu, je suis peut-être un peu trop virulent, je suis peut-être un peu trop… Mais je persiste à dire que je suis plutôt favorable ou plutôt contre. D'accord. OK? Mais n'entrez pas dans leur jeu dès le départ. N'abandonnez pas. Ils attendent justement le contraire. Ils vous poussent un petit peu, ils vous titillent pour voir quelle est votre réaction. D'où l'intérêt de ne pas s'énerver, parce que de toute façon, ils vont le faire systématiquement. Donc, ne vous énervez pas, ne paniquez pas, parce qu'ils entrent dans leur rôle. C'est leur boulot. C'est leur boulot de ne pas être d'accord avec vous. D'accord. D'autres questions? J'ai posé toutes mes questions. Bon. Bah, dans ces cas-là, on va arrêter là pour ce soir. Je voulais vous remercier. Vous remercier d'avoir participé à ce cours. Donc, bah, vous le retrouverez, cette vidéo, vous la retrouverez, je pense, ce soir, d'ici 2-3 heures. Elle sera sur YouTube et sur ma page Facebook. Je vous remercie pour ceux qui se sont déjà inscrits pour le groupe suivant. Alors, attendez, je vais arrêter le partage ici. Hop. Pour que vous ne voyez pas les listes. Donc, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui sont inscrites sur les deux groupes. Anna? Oui. Anna, oui, tu es inscrite. Nigar, tu es inscrite également. Je crois que non, les autres, c'est tout. Les groupes, vous voulez dire les cours particuliers ou les cours prochains? Non, le cours collectif qui a lieu la semaine prochaine, le cours gratuit qui a lieu de grammaire la semaine prochaine. Excusez-moi, je n'étais pas là au départ parce que j'avais un énorme problème avec mon micro. Donc, je ne suis pas trop au courant. Donc, je voulais vous en demander. J'allais vous envoyer un email. Donc, j'aimerais bien. Mais alors, le groupe de grammaire, il est déjà complet pour la semaine prochaine. Ah, il est déjà complet. Ça fait plusieurs jours qu'il est complet. Donc, non, il n'y a plus possibilité de s'inscrire pour le groupe de grammaire. Mais de toute façon, vous aurez la vidéo, pareil, qui sera publiée dès le soir même ou dès le lendemain sur les réseaux sociaux. Donc, vous pourrez la voir. Et donc, ce sera sur les structures impersonnelles. D'accord. Donc, voilà. Pas de questions? Oui, Rossio aussi qui est inscrite la semaine prochaine, je crois. Oui, Rossio, tu es inscrite la semaine prochaine aussi. Bah, je vous remercie. Je vous souhaite, juste par curiosité, attendez 30 secondes, je regarde quelque chose. Diego, tu viens de quel pays? Moi, je viens du Paraguay. Ah, du Pérou, oui, d'accord. Non, Paraguay. Du quoi? Paraguay. Ok. Oui. Mais tu es où actuellement? Tu es en France? Non, pas du tout. Je suis toujours ici. Oui. Ah oui, d'accord. Ok.
C'est ça. C'est bien, j'ai du monde qui vient d'un petit peu partout. C'est très, très bien. Tout à fait. C'est très, très bien. On ne s'est pas Très- présenté. Hein. C'est très, très agréable. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à trouver du monde qui vient d'Asie du Sud-Est. Parce que les pauvres, le décalage horaire, c'est très, très compliqué pour eux. Puisque là-bas, en Inde, je sais pas, qui est en Inde là? Moi, je viens d'Inde. Harry? Oui. Mais tu es en Inde là actuellement? Oui, actuellement, je suis Ouais. là. Donc là, 20h, il est quoi, 11h30 du soir là chez toi? Oui, il est minuit 30. Minuit 30, oui d'accord, ok. Minuit 30. Donc en Inde, imaginez au Japon ou en Australie, il est déjà 3 ou 4 heures du matin. Donc les pauvres, je les comprends, c'est un petit peu difficile pour eux. C'est un petit peu difficile pour eux. Ok. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie. Et puis à bientôt. Allez. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Très bien présenté aussi. Au revoir, monsieur.